Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 28 minutes. Je suis ravi de vous retrouver ce soir encore et je vous remercie du fond du cœur, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Ce soir, notre premier invité est l'un de ces héros du monde de la santé qui se dévoue sans compter pour nos anciens. Pascal Ramirez dirige un EHPAD en Charente. Avec son personnel, il s'est confiné pendant 3 semaines pour protéger les 59 résidents de son établissement. Résultat, pas un décès, pas un malade, pendant qu'ailleurs, une hécatombe à huis clos frappait nos anciens. Lui a évité la catastrophe, une vie en autarcie pour gagner du temps sur l'épidémie. Puis, nous irons prendre un grand bol d'air frais avec notre deuxième invité, le médecin, écrivain et diplomate Jean-Christophe Rufin. D'ordinaire, l'homme à la bougeotte, et le voilà condamné à l'immobilité, mais il est chez lui à la montagne, au pied du Mont Blanc. Le docteur Rufin nous apportera son regard sur le retour de la peur ancestrale des pandémies. L'ancien ambassadeur au Sénégal et en Gambie nous alertera aussi sur la situation en Afrique et la nécessaire solidarité internationale. Nous retrouvons ensuite notre inimitable poète Benoît Forgeard qui jongle avec les mots comme avec les images, et l'histoire de Claude Askolovitch qui nous racontera l'odyssée de ces médecins explorateurs qui tâtonnent en quête d'un traitement efficace. Nous dégusterons une sélection des œuvres de la semaine de nos amis dessinateurs du club et nous conclurons avec le juvénile Victor Dequiver. Salut Victor, de quoi nous parlez-vous ce soir ? Salut Renaud, ce soir je vous parle de fenêtres parce que c'est l'endroit où on passe le plus de temps en ce moment, que ce soit pour sociabiliser, que ce soit pour regarder le paysage ou applaudir les soignants. Et pourtant, on connaît mal son histoire, alors ce soir, je vous raconte tout. Formidable. À tout à l'heure Victor. Et tout de suite, nous retrouvons Pascal Ramirez. Bonsoir, nous sommes en ligne avec Pascal Ramirez. Vous êtes le directeur de la maison de retraite Bergeron-Grenier à Mansle, en Charente, et vous êtes d'ailleurs actuellement dans la cour de votre établissement, dans la cour de votre EHPAD. Et Pascal Ramirez, vous avez pris la décision de vous confiner pendant 3 semaines avec votre personnel et avec les 59 résidents de votre établissement. Pourquoi avez-vous pris cette décision radicale ? Bonsoir. Initialement, la décision n'a pas été prise par moi, mais par mes salariés que j'ai accompagnés dans cette démarche. C'est tout simplement que le week-end précédent notre confinement, un établissement de personnes âgées d'Angoulême s'est mis à brûler. En fin de compte, il y a eu 8 décès pendant le week-end. Et on faisait appel à des intérimaires et on se disait que faire appel à des intérimaires qui passaient dans des établissements qui pouvaient potentiellement être atteints pour qu'ils viennent chez nous, ça devenait beaucoup trop dangereux. Et il y a 3 semaines, on n'avait absolument aucun matériel, ni masque, ni quoi que ce soit. Vous avez donc décidé de vous confiner avec votre personnel. 3 semaines sans qu'aucun membre de votre personnel, vous-même, ou sans que ne puisse sortir à l'extérieur, sans que l'un de vos résidents reçoive une visite. Et pour autant, vous dites, Pascal Ramirez, vous avez cette formule, vous dites peut-être que nos résidents ne se sont jamais aussi bien portés que pendant cette période. Quel est votre meilleur souvenir de ce confinement, de cette réclusion collective ? Des souvenirs, on en a beaucoup. Ce qui a traversé cette période, c'est le fait qu'on déjeunait avec eux, on a fait beaucoup d'activités, et parallèlement à ça, on préparait secrètement notre sortie, puisque ça nous a permis aussi de nous préparer pour ouvrir dans de meilleures conditions. Et donc ça signifie que les relations entre le personnel et les résidents ont changé, ils ont partagé d'autres choses, de nouveaux moments, ils ont eu des activités en commun qu'ils n'avaient pas auparavant ? D'une part, depuis le 12 mars, les résidents ne peuvent plus recevoir leur famille. Donc, on a suppléé à cette absence quelque part en proposant de diverses activités, parce qu'on est dans une maison de retraite en milieu rural où la structure est très largement ouverte à l'extérieur et les gens rentrent, sortent en permanence du matin jusqu'au soir. C'est la qualité qu'on peut avoir dans un petit établissement. Et donc, de fait, comme les familles n'étaient pas présentes, c'est nous qui avons suppléé aux activités qu'ils peuvent faire habituellement avec les familles. Alors, plus celles qu'on a l'habitude de faire, mais on a eu beaucoup plus de temps puisqu'on était là tout le temps. Donc, c'était plus de temps à leur consacrer. Justement, vous évoquez le lien avec les familles. Emmanuel Macron, lundi dernier, dans sa dernière intervention, évoquait à nouveau son souhait d'autoriser la possibilité pour les familles d'avoir un dernier contact avec les patients qui, eux, sont en fin de vie. C'est quelque chose d'indispensable de renouer ce contact, justement, qui, pour des raisons sanitaires, avait été annulé, suspendu, en tout cas ces dernières semaines. En tout état de cause, avec ou sans l'autorisation, on aurait laissé rentrer des familles pour des conditions de fin de vie. On s'était préparé à ça, on a
On n'avait pas de matériel, mais on est allé acheter des combinaisons de peintres, on avait des lunettes, on avait quelques masques qui traînaient pour permettre que ça se passe dans de meilleures conditions. Notre métier, c'est d'accompagner des gens en fin de vie. On ne peut pas les laisser mourir sans qu'ils puissent dire un dernier au revoir à leur famille. C'est pas possible. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé d'arrêter ce confinement? Vous l'avez arrêté lundi dernier, hein, vous l'avez arrêté le 13 avril, donc au bout de ces 3 semaines. Pourquoi avoir pris cette décision? Le danger persiste? Le danger persiste, mais on n'avait pas de possibilité d'avoir une relève qui soit suffisamment sûre, puisqu'aujourd'hui les PCR, donc les tests actuels qui sont utilisés, là, les cotons-tiges, ne permettent pas de détecter si quelqu'un qui est asymptomatique est porteur du virus. Et on n'avait pas de certitude à 100% que la relève serait saine. Donc il était nécessaire de réadopter ce qui se fait par ailleurs, à savoir un confinement avec des sas de décontamination, ce qu'on a mis en place pendant qu'on était effectivement entre nous, et de rentrer dans le rang quelque part par rapport aux directives qui nous ont été proposées. Qui vous a permis donc effectivement d'ouvrir cette nouvelle période tout en respectant évidemment les consignes et les précautions sanitaires que vous évoquiez à l'instant. Pascal Ramirez, j'ai 2 dessins pour vous de la part de nos contributeurs, nos amis dessinateurs et leur contribution hebdomadaire du vendredi. D'abord un dessin de Xavier Gorce et de ces fameux pingouins qui vivent une cure de jouvence. Hein, ça a du bon aussi le confinement. Confiné 24 heures sur 24 avec mes petits vieux. Je me sens chaque jour plus jeune, dit Xavier Gorce. Et puis un autre dessin sur une toute autre forme de confinement qui n'a rien à voir. C'est un dessin de notre ami Pascal Gros avec un policier qui tambourine à une porte. Sortez, monsieur le curé, vous n'avez pas à vous autoconfiner dans ce camp scout. En effet, merci Pascal Ramirez. Et c'est l'heure maintenant de retrouver Gaël Legras qui continue d'enrichir notre vocabulaire en nous éclairant sur le sens de ces nouveaux mots qui peuplent notre actualité pandémique. Ce soir encore, il a un mot à vous dire, un tout petit mot en 3 lettres seulement. Le voici. Pic par-ci, pic par-là, au début de l'épidémie, les yeux rivés sur la courbe d'hospitalisation des patients atteints du Covid-19, on ne parlait que de pic et on essayait de prédire la date à laquelle il serait atteint. C'est la Direction générale de la santé qui en parle et elle estime que ce pic sera peut-être atteint entre le 25 et le 28 mars. Ce que les épidémiologistes nous disent, c'est que probablement le pic de l'épidémie aurait lieu au début du mois d'avril. Je vous l'ai dit ce soir, nous ne sommes pas encore au pic. Dans le dictionnaire Robert, le pic se définit comme une montagne dont le sommet dessine une pointe aiguë. En France, par exemple, il existe d'innombrables pics. Le pic du Midi, le grand pic de la Meije et même un pic qui porte le nom de pic sans nom dans le massif du Mont Blanc. Mais après le pic, en général, se trouve une descente à pic. Raison pour laquelle ces derniers jours, le mot a été abandonné au profit de celui de plateau. Un plateau semble s'amorcer, un très haut plateau, avec une épidémie toujours très dynamique. C'est pourquoi nous devons continuer à rester totalement vigilants. Dans le dictionnaire du CNRS, le plateau est décrit comme une région peu accidentée et d'une certaine altitude. Après les Alpes ou les Pyrénées, nous serions donc passés aux hautes régions planes de l'Atacama ou du Tibet. Mais attention, car lorsqu'il s'agit d'interpréter les courbes, les scientifiques ne sont jamais à court de métaphores. Si jamais il y a des risques qui sont pris par la population, on va se retrouver avec non pas un plateau, mais un dos de chameau. Alors avec ou sans dos de chameau, combien de temps allons-nous rester sur ce haut plateau? Longtemps, disent les scientifiques, qui désormais ne se risquent plus à aucun pronostic. Et merci à notre fameux trio Gaël Legras, Manu Grafto et Titien Cordanier. Tout de suite, nous sommes en ligne avec Jean-Christophe Rufin. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jean-Christophe Rufin, vous êtes médecin, ancien diplomate et écrivain, bien sûr membre de l'Académie française. Nous vous retrouvons sur votre lieu de confinement, votre domicile. Donc vous êtes à la montagne, avec une vue que nous ne partageons pas tous, malheureusement, puisque vous avez une vue merveilleuse sur le Mont Blanc. Tout d'abord, Jean-Christophe Rufin, une première question au médecin que vous êtes, et notamment à ce médecin qui a pratiqué abondamment la médecine humanitaire. Est-ce que, face à cette pandémie, l'Europe n'est pas finalement en train de redécouvrir la mort qui vient rôder à ses portes, alors que l'Europe se sentait peut-être protégée ces dernières décennies, justement, de ces menaces épidémiques que d'autres continents ont connues, mais l'Europe se pensait peut-être à l'abri de ces peurs ancestrales de la pandémie qui reviennent?
Oui, tout à fait. L'Europe a vécu un moment béni, a vécu presque, enfin plus d'un demi-siècle en fait de paix et de prospérité depuis les années 60, avec les Trente Glorieuses, la fin des guerres coloniales. Finalement, nous avons connu la paix, la prospérité, la liberté, la santé. Voilà, relativement bien sûr, mais c'était quand même là-dessus que nous fondions nos valeurs collectives. Et finalement, les humanitaires, ceux qui, comme moi, restaient en contact avec la guerre, avec ses réalités aussi, les épidémies, les malheurs du monde, comme avait dit Bernard Kouchner dans un de ses livres, eh bien, nous avions la certitude, nous, que ça n'avait pas disparu, que ça existait toujours, mais c'était loin. Et aujourd'hui, depuis quelques années, avec d'abord le terrorisme, les affaires Charlie, etc., ensuite les migrants, les camps de réfugiés en plein Paris, et puis aujourd'hui avec les épidémies, bien, nous sommes malheureusement confrontés à un fait très simple, c'est que l'Europe est redevenue un continent dans l'histoire et labouré par ces tragédies. Et est-ce que c'est parce que nous pensions peut-être, nous, Européens, et nous, Français d'ailleurs, être à l'abri de ces tragédies internationales, que les pouvoirs publics ont peut-être fait preuve d'un certain manque d'anticipation? Vous-même, Jean-Christophe Rufin, vous évoquez une gestion stupéfiante de l'épidémie par les pouvoirs publics qui n'ont pas été capables, visiblement, de la prévenir, ou en tout cas d'anticiper et de mesurer son impact. Oui, alors je sais bien que ce n'est pas l'heure des procès et que tout ça devra être élucidé plus tard, mais ce qui est quand même stupéfiant, vous voyez, je suis dans ce village ici, des Contamines Montjoie, où l'épidémie a commencé. Elle a commencé au mois de janvier. Elle a commencé fin janvier avec une famille d'Anglais, je ne sais pas si vous en souvenez. Bon, et le président de la République vient de nous annoncer fièrement que peut-être au mois de mai, nous aurons la possibilité de tester tout le monde, ce que les Allemands font depuis 3 mois. C'est assez étonnant parce que, encore une fois, sans chercher ni des responsabilités, ni à accabler tel ou tel, mais c'est le signe d'un déni, c'est-à-dire que la mort, la tragédie, la perspective simplement d'une vulnérabilité de masse, eh bien finalement ne nous effleurait pas. Il y a encore quelques semaines. Alors évidemment, aujourd'hui, il faut courir. Il faut commander des masques alors que tout le monde en veut. Il faut commander des tests alors que on n'aura pas le temps d'en faire. Bon, voilà. Mais tout ça est le fruit au départ d'une sorte de sidération. Comme si pour ces technocrates au pouvoir, la mort, la tragédie n'existait pas. Ils sont le fruit d'un autre monde. Il va falloir là-dessus qu'ils changent probablement. Oui, jusqu'à ce qu'effectivement le réel nous rattrape. Alors il y a un autre continent que vous avez bien connu, que vous avez arpenté pendant des décennies et qui lui a connu de nombreuses tragédies ces dernières décennies, c'est l'Afrique. Évidemment, vous avez été ambassadeur au Sénégal, en Gambie. Le président Emmanuel Macron, que nous évoquions à l'instant, a annoncé lundi dernier son intention d'essayer d'obtenir l'annulation de la dette des pays africains. Et d'ores et déjà, il a obtenu la suspension de cette dette. En tout cas, le G7 semble se mettre d'accord sur cette question-là. Est-ce que cette mobilisation pour annuler la dette des pays africains, ça vous semble effectivement une cause louable et une mesure, une décision urgente à prendre en ces temps aussi de menaces pandémiques qui menacent aussi l'Afrique? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Afrique est touchée aujourd'hui, peut-être par le virus, mais les choses, encore une fois, sont assez mystérieuses. On ne sait pas encore à quel point ce continent va être touché et sous quelle forme, parce que c'est un continent où les populations sont jeunes, ce qui n'est pas la cible principale de ce virus. On ne connaît pas non plus très bien le comportement, d'ailleurs le président du comité scientifique vient de le dire, de ce virus en zone humide, chaleur tropicale, etc. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, on ne sait pas comment ça va se déployer. Moi, j'espère que, contrairement à certaines annonces très alarmistes, l'Afrique ne sera pas aussi touchée qu'on a pu le craindre. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'elle paie, du point de vue économique, immédiatement le contre-coup du ralentissement mondial. C'est-à-dire que ces pays qui sont souvent des pays mono-exportateurs de matières premières ou d'énergie sont frappés de plein fouet par le ralentissement de la croissance mondiale, par le ralentissement de la demande mondiale. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, immédiatement et tout de suite, de façon très mécanique, je dirais que leurs économies vont être affectées. Donc, il n'est pas absurde de répondre à ce dommage économique
par un allègement au moins des annuités, c'est ce que demande Oxfam par exemple, de l'annuité de la dette aujourd'hui. On sait aussi, Jean-Christophe Rufin, que l'Afrique est un terrain de jeu, j'allais dire, en tout cas un terrain d'expérimentation pour l'expansion de l'influence chinoise. La Chine investit considérablement et accroît sa présence en Afrique depuis déjà quelques années. Est-ce que, quand on voit aujourd'hui que les États-Unis, depuis déjà un moment, mais aussi maintenant le président Macron, hausse le ton à l'endroit de la Chine, l'accuse d'avoir menti sur la naissance et sur la propagation de cette épidémie, est-ce que ça veut dire qu'il est temps d'essayer de changer notre rapport à la Chine, notre relation à la Chine, et peut-être que l'ère des diplomates, justement, est un petit peu dépassée et qu'aujourd'hui, il faut adopter une attitude plus belliqueuse à l'endroit de la Chine ? Il y a deux questions dans votre propos. Il y a la question de notre rapport avec la Chine, qui indiscutablement va être mis complètement en cause avec cette crise, sur bien des aspects d'ailleurs. Il y a la découverte, pourtant c'est pas une découverte, mais enfin pour certains c'en est une, que c'est un pays qui reste un pays totalitaire, un pays extrêmement fermé dans la circulation de l'information, etc. On est en train de découvrir ça, bon très bien. On est en train de découvrir aussi notre dépendance à son égard, et là-dessus je pense que la volonté dans le monde d'après, comme on dit, de se déprendre de cette dépendance sera forte en Europe. Ça, c'est évident. Et aux États-Unis, c'est évident. Maintenant, pour l'Afrique, la deuxième partie de votre question, les relations entre la Chine et l'Afrique, assez bizarrement, je ne pense pas qu'elles pâtissent de cette crise. Bien au contraire, hein, parce que les Chinois, très habilement, alors qu'ils sont à l'origine, évidemment, de l'épidémie, mais ils ont su se porter tout de suite, j'allais dire au secours, en tout cas à l'écoute des pays africains. Certains d'entre eux, par exemple l'Éthiopie, n'ont jamais n'ont jamais suspendu leur vol, hein, avec leur liaison aérienne avec la Chine, et la présence chinoise, d'une certaine manière, au contraire, se renforce dans la mesure où c'est le seul pays qui aujourd'hui soit en mesure d'aider les autres, en particulier d'aider les Africains, alors que nous sommes pris d'abord par nos urgences internes et ne sommes pas en mesure finalement de proposer grand-chose à l'Afrique. Et on voit effectivement ce paradoxe qui fait que le pays où est née l'épidémie, la Chine en l'occurrence, pourrait aussi sortir renforcé de cette tragédie. On verra. En tout cas, Jean-Christophe Rufin, merci de vos éclairages. J'ai deux dessins pour vous, Jean-Christophe Rufin, de la part de nos amis dessinateurs qui nous ont envoyé leur contribution hebdomadaire. D'abord, un dessin pour l'écrivain et l'amoureux des mots que vous êtes. Un dessin de Xavier Gors et de ses pingouins. Vous voilà confiné, d'ailleurs en pingouin, vous êtes très bien, Jean-Christophe Rufin, au pied du Mont Blanc. Avec ce propos, je vais proposer plusieurs significations du mot confinement à l'Académie française. Eh bien, bon travail. Et puis un autre dessin de notre ami Thibaut Soulcier, là, à propos de la dette africaine dont nous parlions à l'instant. Macron annule la dette africaine en échange des masques qui nous manquaient. Merci à Thibaut Soulcier et merci à vous, Jean-Christophe Rufin. Et voici donc maintenant venu le temps de notre indispensable parenthèse poétique dans Dérive des continents. Le toujours subtil et facétieux Benoît Forgeard nous donne ses précieux conseils de lecture pour profiter pleinement de cette période de confinement. Bonsoir Renaud. En ce printemps propice à l'introspection, quoi de mieux pour tenir le coup que la lecture d'un livre? Si ce ne sont pas les ouvrages qui manquent, certains vous aideront mieux que d'autres à franchir l'épreuve du confinement. Que lire jusqu'au 11 mai? Ça semble théorique quand on n'est pas contraint de rester confiné, mais chaque recoin d'une pièce, chaque objet, le plus infime détail, s'il est observé avec minutie, peut se révéler un divertissement inépuisable. C'est du moins l'argument de Mon pied, de l'écrivaine Jeanne Boulou, ou comment, à travers 5 chapitres consacrés à autant d'orteils, Boulou nous fait voyager à travers cet étranger, à la fois si familier et si lointain, que peut constituer pour chacun d'entre nous, et notamment les plus grands, son propre pied. Mais à l'exploration intime, on pourra préférer les grandes traversées en solitaire. Dans ce domaine, je ne saurais trop conseiller Ma vie en mer du skipper Alain Le Guin et plus encore son tome 2, Ma vie en mer avec BFM, pour ceux qui souhaitent s'évader sans tout à fait couper avec l'actualité. En ces temps d'incertitude, reconnaissons qu'il est tentant de lire le témoignage de plus malheureux que soi. Ainsi, L'Astreinte de Jérôme Cahuzac raconte l'enfer vécu par l'ancien ministre du Budget, retenu dans sa maison du sud de la Corse, un bracelet électronique autour de la cheville. Plus cruel encore, son absence totale de vis-à-vis lui rend les applaudissements de 20 heures à la fenêtre inutiles, voire carrément anxiogènes. Enfin, un mot sur 3 mois dans l'intestin d'un sénateur. Récit à la première personne de l'expérience éprouvante vécue par un ver solitaire à l'intérieur de Gérard Larcher.
Oh, ce n'est pas tellement la lourdeur des repas qui frappe, mais plutôt la longueur des réunions, car sachez qu'un verre, bien que solitaire, n'est pas moins que vous sensible à l'ennui. Même si la fin du livre débouche sur une issue lumineuse dont je ne dirai rien, cette expérience jusqu'au boutiste aura le mérite de vous faire relativiser la difficulté de votre propre confinement. Eh ben, merci Benoît Forgeard, voilà de bons conseils pour nous occuper ce week-end, n'est-ce pas Victor? Ah oui. Bonsoir Victor, ravi de vous retrouver. Mais moi aussi Renaud. Et avant de me retourner vers vous dans un instant, nous allons d'abord aller faire notre petite visite hebdomadaire à Tonton Asko. Depuis son salon, Claude Askolovitch nous raconte maintenant la folle histoire de ces médecins lancés en quête d'un traitement qui marche. Je vous raconte des médecins qui bricolent dans leur coin de médecine, des généralistes qui veulent arracher leurs patients en Covid-19 en composant des cocktails de médicaments qu'ils connaissent pour les avoir déjà prescrits en temps de paix. Alors on a parlé cette semaine des docteurs Herbstein, Gastaldi et Van Steenberg de Créange et Morange-en-Moselle et de Vermouth dans le Nord. Ils sont allés chercher un antibiotique, l'azithromycine, efficace aussi contre virus et inflammation. Ils l'ont renforcé de zinc, d'un anti-asthmatique et d'un anticoagulant. On avait parlé avant eux du docteur Palière-Franco de Chabon dans l'Isère, elle aussi adepte de l'azithromycine. Et on en parle d'autant plus que ces médecins nous disent que leurs patients vont mieux, leur chimie modeste serait le chemin. Oui, mais depuis les laboratoires, des épidémiologistes, à raison, dénoncent un mirage, puisqu'on guérit souvent aussi du Covid-19 sans rien prendre du tout. Une espérance qui n'est pas validée par une étude en règle n'est qu'un égarement, mais pourtant, on teste sérieusement en ce moment des produits que des généralistes ont choisis d'expérience et d'intuition. Alors, on vit en médecine la dispute entre pratique et règles. L'humanité chancelante contre l'impériale science, les sous-officiers qui crapahutent contre les diplômés de l'école de guerre. Chacun a sa raison. Le toubib comme le professeur, celui qui sait que la médecine est une pratique, ce réanimateur qui à Melun prescrit du Schweppes en plus de l'oxygène à ses patients, oui du Schweppes, mais aussi en face le chercheur qui ne conçoit la médecine qu'exempte de l'à peu près. La dispute s'envenime parce que chacun à sa place se bat dans l'urgence d'un virus inédit. Elle a commencé cette dispute autour du professeur Raoult, qui lui aussi prescrit de l'azithromycine, qui revendique aussi la médecine de la pratique, mais qui est aussi un mandarin de la recherche dont il piétine pourtant la règle. Et je me suis demandé si les disputes des médecins n'étaient pas simplement terrifiantes quand chacun les regarde, jusqu'au président de la République qui prend appui sur eux. Emmanuel Macron visite Raoult à Marseille quand celui-ci promet pour bientôt la fin de la pandémie, mais en même temps il s'entoure d'un conseil scientifique présidé par un professeur Delfrécy qui lui explique que les anticorps du coronavirus disparaissent si vite que les anciens malades du coup ne seront pas immunisés. Qui choisir? J'ai pensé à Clémenceau, qui professait que la guerre était trop sérieuse pour qu'on l'abandonnât aux seuls généraux. Aurait-il décidé que le coronavirus n'appartenait pas aux médecins? Déjà, c'est contre les plus prudents de la médecine qu'Emmanuel Macron envisage d'alléger notre confinement. Eux, les médecins, nous voudraient enfermer. Et j'ai pensé du coup à un docteur de théâtre, inventé par Jules Romain dans les années 20, 1923. Knock, qui confinait chez eux au lit les habitants du canton de Saint-Maurice au nom de la médecine. Les villageois couchés pouvaient attendre sans peur les pandémies à venir. On se moquait de Knock il y a un siècle parce qu'on venait de mourir, et pour de bon, de guerre et de grippe espagnole. Oui, mais nous, c'est maintenant que ça nous arrive. Eh ben merci Asko et joyeux confinement à vous aussi mon ami Claude. Et tout de suite Victor, c'est à vous. Avec vous Victor, on va maintenant évidemment rester chez nous, mais on va quand même oser mettre le nez à la fenêtre. Ah oui, la fenêtre est un des rares endroits où on peut encore regarder l'extérieur par ces temps de confinement. Figurez-vous, Renaud, qu'il a fallu attendre le XVe siècle pour qu'elle se démocratise dans les maisons occidentales. Et cette innovation a aussi bouleversé l'histoire de la peinture. C'est dans un traité écrit par l'architecte et ingénieur Battisti, où il va prendre le tableau comme une fenêtre ouverte sur le monde. C'est une révolution radicale parce qu'il va prendre en compte le point de vue du spectateur et ainsi théoriser la perspective. On est en 1435. Et c'est vrai que quoi de plus propice à la contemplation qu'une fenêtre, hein. Le châssis dessine un cadre et un paysage s'offre toujours
à nous, et oui, qu'on habite devant le périphérique ou bien chez Magritte où le paysage et la toile se prolongent l'un l'autre. Alors, la fenêtre joue aussi un rôle social, Renaud, on s'en souvient tous les soirs lorsqu'on applaudit les soignants, mais c'était déjà le cas au 19e siècle chez Manet, notamment lorsqu'il peint son balcon. Regardez, il y a du monde au balcon toujours, regardez, ces sujets sont à la fois peints comme s'ils étaient dans une loge de théâtre et à la fois peints comme s'ils étaient sur une scène de théâtre. Ils sont autant spectateurs qu'acteurs. D'ailleurs, acteur, on va l'être parfois à son insu lorsqu'on oublie de tirer les rideaux, volontairement ou pas. Je vous connais, Renaud, c'est possible. À l'image de James Stewart qui ne peut pas s'empêcher d'observer ses voisins amoureux. C'est dans Fenêtre sur cour, le film d'Hitchcock de 1954. Chef-d'œuvre. Et d'ailleurs, on ne peut pas lui en vouloir parce que déjà, ils sont bien mignons, ses voisins. Et on ne va pas se mentir, la fenêtre du voisin nous apparaît toujours plus belle que la nôtre, même si la fonction originale de la fenêtre, c'est bien de séparer l'espace privé de l'espace public. Au grand détriment de cette jeune demoiselle du XVIIe siècle qui, elle, rêverait laisser s'envoler son intimité. Parce que oui, la fenêtre, c'est aussi l'endroit métaphorique par excellence. Si on prend un autre tableau, celui de Gaspard Friedrich, par exemple, qu'est-ce que peut bien regarder cette femme à travers la fenêtre? Un paysage, peut-être, mais aussi peut-être son passé, ses remords, ses erreurs, un avenir impossible, pourquoi pas. Ou radieux. Ou radieux, à vous de voir. En tout cas, ou de rien voir du tout, parce qu'aujourd'hui, la multiplication des fenêtres numériques occulte parfois la fenêtre traditionnelle. Pas forcément pour le pire, d'ailleurs. Souvenez-vous de Marcel Duchamp, au début du XXe siècle, lorsqu'il invente de nouvelles perspectives à son art, qui est concurrencé par la photographie, qui se démocratise de plus en plus. Impossible de voir à travers les vides de cette fenêtre aveugle et radicale. Mais c'est pas parce que l'horizon semble bouché, Renaud, qu'il n'y a rien à contempler. Oh là, Lao Tse, non? C'est beau comme du Lao Tse. Merci Victor, en tout cas, pour cette belle leçon poético-philosophique. 2 dessins pour terminer et pour bien profiter du week-end. Voici Les Confinés vus par Mikaya avec ce commentaire. La seule chose positive, c'est que désormais, je vais pouvoir appeler mon mépris et ma haine des gens distanciation sociale. Et oui. Et puis un dessin de notre ami Pascal Gros. Emmanuel Macron évoquait lundi dernier le retour prochain des Jours Heureux. Et bien voici les Jours Heureux vus par Pascal Gros avec un monsieur avec un gilet jaune qui jette des cailloux sur le président de la République. C'est bien ça? Oh, vous avez un dessin aussi? Oui, j'ai un dessin de Coco pour vous. Alors on voit un homme avec des grandes oreilles. Se faire greffer des oreilles de Renaud peut s'avérer très utile contre le Covid-19. Zip, un super masque. C'est vrai. Et ben voilà, je vous le conseille. Je vous le conseille aussi, je vous le conseille à tous. D'ailleurs, mes amis, c'est fini pour ce soir, 28 minutes en tout cas, et on se donne rendez-vous demain à 20h05. Et oui, car c'est aussi le retour de 28 minutes samedi. On va se quitter en musique avec Christophe, bien sûr. Qui d'autre? Notre oiseau de nuit s'est envolé pour aller retrouver sans doute les paradis perdus. Mais avant, comme chaque vendredi, un artiste nous fait un peu de lecture ce soir dans le cadre du Théâtre National de la Colline et de leur initiative Au creux de l'oreille, évidemment, c'est la comédienne Anouk Grimbert qui partage avec nous quelques strophes d'un poème de Jacques Prévert. Soyez polis. À demain. Tchuss. Couronné d'étincelles, un marchand de pierre à briquet élève la voix le soir dans les couloirs de la station Javel. Et ces grands écarts de langage déplaisent à la plupart des gens. Mais la brûlure de son regard les rappelle à de bons sentiments. Soyez polis, crie l'homme. Soyez polis avec les aliments. Soyez polis avec les éléments, avec les éléphants. Soyez polis avec les femmes et avec les enfants. Soyez polis avec les gars du bâtiment. Soyez polis avec le monde vivant. Il faut aussi être très poli avec la terre et avec le soleil. Il faut les remercier le matin en se réveillant. Il faut les remercier pour la chaleur, pour les arbres, pour les fruits, pour tout ce qui est bon à manger, pour tout ce qui est beau à regarder, à toucher. Il faut les remercier. Il ne faut pas les embêter, les critiquer. Ils savent ce qu'ils ont à faire, le soleil et la terre, alors il faut les laisser faire. Ou bien ils sont capables de se fâcher. Et puis après, on est changé en courge, en melon d'eau ou en pierre à briquet et on est bien avancé. Peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi
les paradis perdus. Tandis, un peu maudit, un peu vieilli, dans ce luxe qui s'effondre. Te souviens-tu quand je chantais dans les caves de Londres?